Je voudrais appeler le docteur Henri Safa, qui est de France, et sur pourquoi l'énergie nucléaire du futur est la seule solution pour faire face à la demande grandissante d'énergie dans le monde. Merci. Good afternoon. I would like just to J'aimerais vous montrer cet après-midi why nuclear appears really unavoidable in the long run. pourquoi le nucléaire apparaît comme étant absolument nécessaire sur le long terme. Si on regarde à travers l'histoire, Energy has always been toutes les sources d'énergie ont été très largement utilisées par l'humanité. and so biomass was the first we have been using since very long La première utilisée, c'est les biomasses qui ont été utilisées donc depuis très longtemps. Coal has been discovered Lorsque le charbon a été découvert en Angleterre really au changed XVIIIe siècle, our world because ça a vraiment changé notre monde industrial revolution that parce we que ça a have conduit à la révolution industrielle du XVIIIe siècle. discovery of oil, Et par la suite, il y a eu la découverte du pétrole tremendous growth that qui a conduit à une immense croissance au cours du XXe siècle. this has eased basically all connection in the world, transportation in the world. And Et ça a permis une plus grande croissance des transports dans le monde. production of gas in 1956 La liquéfaction du gaz en 1956 did a big burst in the energy a that we are provoqué seeing une immense today in the poussée expansion dans l'énergie of energy. qu'on voit encore aujourd'hui en termes de l'utilisation de At the same l'énergie. time, electricity, when we started using electricity Au même moment, on Niagara Falls, lorsqu'on a commencé à utiliser was, excusez-moi, l'électricité aux chutes also Niagara, use of transportation of energy over long distances that can be used easily on s'est aperçu through que a small wire, a small ça copper pouvait être utilisé de très longues distances assez facilement par des fils très fins. wire, long distances. And everybody knows that in 1942 Et tout le monde sait qu'en 1942, Fermi built his first a construit sa première pile nucléaire Chicago Stadium. à Chicago. Very astonishing that he could, at the very first time, Et c'est quand même incroyable energy from uranium. que dès la première fois, c'est la première fois qu'on a pu extraire de l'énergie de l'uranium. Alors évidemment, ça aussi, ça s'est énormément accru comme pratique au cours du XXe siècle. What is, the amount of energy we are talking about? Alors, The official unit is joule. gardez à l'esprit Our common unit que l'unité utilisée pour l'énergie, normalement, c'est le joule, mais on le calcule sur le temps. Donc, of what we need. le kilowatt, qui est le nombre de joules par seconde. It's only driving 1 kilometer in a car. Mais si on prend donc Fairly good amount of energy. And 1 kilowatt, for example, if we want, if we just excusez, j'ai want to go manqué. and take a baguette at the bakery si on se rend à la boulangerie pour aller chercher une baguette, on peut So this means that one point I wanted to stress here is efficiency. je veux insister sur le concept d'énergie, d'efficacité dans l'énergie. Another thing that has been discussed also over the centuries, Une autre chose qui a été discutée sur le cours des siècles, especially by en particulier James Joule, par James Joule, energy in fact doesn't appear from nothing. et que l'énergie ne sort pas de nulle part. Energy from one form of energy to another form of Ce qu'on fait, c'est qu'on convertit toujours une forme d'énergie vers une autre forme d'énergie. physical unit. L'énergie ne disparaît When pas. we are using energy, is that we are just moving
Ce que nous faisons, c'est nous transformons d'une forme vers une autre. Et c'est ce que Joule a montré. Alors, il avait cet appareil que vous voyez. Alors, vous avez une masse que vous voyez ici. Vous avez un petit circuit avec de l'eau et elle tourne dans l'eau. Et ce qu'elle a montré, c'est que l'énergie due à la gravité est transformée par la chaleur dans l'eau en une autre forme d'énergie. Et il fallait 4 joules pour chauffer 1 gramme d'eau, je pense de 4 degrés. Donc on a au cours du temps inventé beaucoup de techniques différentes. Donc il y a de l'énergie cinétique, l'énergie thermique, chimique, l'énergie électrique, mécanique, hydraulique et nucléaire. Lorsque vous prenez la lumière d'une ampoule, vous prenez de l'électricité, de l'énergie électrique dans une résistance que vous transférez en énergie thermique. Et vous terminez avec de l'énergie de radiation, qui est la lumière que vous obtenez. Et dans le processus, il n'y a que 2%. Il y a 98% qui a été perdu dans le processus. Donc c'est important d'avoir une certaine efficacité dans le processus. Pour le nucléaire, vous prenez donc un matériel nucléaire, vous allez vers la fusion, la fission, vous avez de l'énergie thermique. C'est de vous passer à une turbine qui a une énergie mécanique. Et ensuite, par un alternateur, vous arrivez à l'énergie électrique. L'autre question à examiner, c'est la question de la densité de l'énergie. Lorsqu'on a découvert le charbon, ce qui était très intéressant, c'est qu'il a une densité d'énergie double à celle de la biomasse. Donc, on avait des trains qui marchaient donc à la base par la vapeur, parce qu'on pouvait mettre suffisamment de charbon dans le train pour le faire déplacer. Le gaz qui, pour l'utilisation mécanique, est l'énergie la plus dense qu'on connaît en ce moment dans le monde, a une densité triple de celle de la biomasse. Maintenant, pour l'uranium, c'est une énergie qui est liée aux forces nucléaires. C'est 100 000 fois plus dense que le pétrole. Donc, de ce simple point de vue, il est clair qu'on doit utiliser cette densité incroyable, ce facteur de 100 000, multiplicateur de 100 000, nous permet d'utiliser très très peu de masse de la Terre pour obtenir la même quantité d'énergie comparée au pétrole. Ce chiffre de 100 000 aussi signifie nous permet de penser de toute manière que l'énergie nucléaire à l'avenir sera la principale source d'énergie utilisée par l'homme. Si on regarde depuis le 19e siècle, il y a eu un immense accroissement de l'utilisation de l'énergie sur Terre
avec l'accroissement démographique, mais aussi grâce à, en fait, au développement économique. Ce qui est important dans ce graphique, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a découvert une nouvelle forme d'énergie, on l'a toujours additionné, ajouté à ce qu'on avait déjà. On n'a jamais abandonné celle qu'on maîtrisait avant. Elle s'ajoute, elle s'accumule. Vous pouvez regarder par exemple le charbon, il continue à augmenter. Le pétrole aussi, l'utilisation du pétrole continue à augmenter. Le vert, ce que vous voyez, c'est l'hydraulique. C'est moins de 1%, mais ça continue à croître. Les gens demandent de plus en plus d'énergie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'énergie et la croissance sont intimement reliées l'une à l'autre. On ne peut avoir de développement économique sans énergie. Si un pays veut se développer, il a besoin d'avoir suffisamment d'énergie par habitant, par tête d'habitant. Et donc, il veut être à droite de la courbe. Pour qu'un pays soit suffisamment développé, il a besoin d'utiliser 4 tonnes d'équivalent pétrole par habitant. Alors, je vais sauter sur la question des prix de l'électricité. Je vais aller directement aux sources d'énergie. Si on veut plus d'énergie, où est-ce qu'on peut l'obtenir sur Terre? Comme vous savez, on a les sources fossiles, donc qui sont le pétrole, le charbon et le gaz. Nous avons les renouvelables, hydrauliques, le vent, éolien, solaire, biomasse et géothermique. Et nous avons le nucléaire. Alors, il disait que dans les renouvelables, toutes en fait sont le résultat de l'activité du Soleil, sauf le géothermique. Pour former ces combustibles fossiles, bon, il a fallu d'immenses périodes de temps à l'échelle géologique pour qu'ils puissent se former. Nous avons besoin d'une source qui puisse durer suffisamment longtemps, qui ne soit pas intermittente ni diffuse. Il faut qu'elle ait une densité suffisamment grande pour dégager suffisamment de puissance. Si on regarde les ressources actuelles dans le monde, alors il y a le pétrole et le gaz. Il a dit, je pense qu'elles vont durer quelques siècles, mais non, je pense que d'ici la fin du siècle, elles seront devenues très rares. Ce sera de plus en plus difficile d'y avoir accès. Le charbon, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus que de charbon. Alors, il sera utilisé, lui, bien au-delà. Alors, ici, on voit pour 800 ans. Si on prend l'uranium tel qu'on l'utilise aujourd'hui dans les réacteurs actuels,
il n'y en a que pour 300 ans en termes de ressources. Donc si nous voulons utiliser l'énergie nucléaire, sur le long terme, il va falloir utiliser de nouveaux types de réacteurs pour avoir suffisamment de matières premières pour que ce soit soutenable sur le long terme. Alors, sur les ressources d'uranium en tant que tel, si on prend le facteur de 100 000 dont je parlais tout à l'heure, ça veut dire que pour la même quantité d'énergie, une petite pilule d'uranium nous donne autant d'énergie que 5 barils de pétrole. On en a besoin de très très peu pour la même quantité d'énergie produite. Plutôt que d'utiliser des milliards de tonnes de pétrole, on utilise en fait des tonnes, je pense qu'il a dit des milliers de tonnes d'uranium. Donc, en fait, il y a ce facteur de 100 000, bon, c'est quand même, ça montre qu'il y a peu d'impact sur l'environnement, peu de déchets. Alors, quelles sont les perspectives pour l'avenir? Nous devons maintenant entrer dans une nouvelle ère pour modifier l'utilisation de l'énergie par rapport à ce que nous faisons en ce moment. Il va falloir utiliser, je sais pas, des game changers, en fait, voilà. Il va falloir produire de l'électricité en même temps qu'on la... En fait, pour l'instant, on consomme l'électricité en même temps qu'on la produit. Et ça nous donne, ça nous impose des contraintes très importantes. Ce qu'il faudrait changer comme règle du jeu, il faudrait recouvrer l'énergie secondaire qui est relâchée lorsqu'on fabrique de l'électricité. Il faudrait réussir à la rattraper, à la récupérer et l'utiliser. Donc, en termes de stockage d'électricité, la seule manière de stocker de l'électricité à l'heure actuelle, c'est grâce à des barrages, en fait, des réservoirs. Lorsqu'on a de l'électricité en excès, par exemple, on peut pomper l'eau en haut dans le réservoir. Elle est comme stockée. Et après, quand vous avez besoin d'électricité, vous la réutilisez. Mais ça peut être fait uniquement dans les pays où il y a des montagnes, évidemment. Ailleurs, c'est très difficile à faire. D'autres manières pour stocker l'électricité, il y a l'air comprimé, des volets d'inertie qui tournent, qu'on fait tourner, et évidemment les piles et des systèmes basés sur la supraconductivité. Alors, mais tout ça, c'est utilisable à l'échelle du laboratoire. On n'a pas encore, on les utilise pas à grande échelle encore. Pour stocker l'énergie, on peut le faire sous forme thermique. On peut le faire aussi sous forme chimique. Là, on parle de l'énergie, pas de l'électricité. Hein. Et on peut stocker sous forme d'hydrogène dans des sources, dans des piles à combustible. Alors, lorsqu'on stocke, là, dans ce cas-ci, l'électricité, il faut réussir avoir suffisamment de puissance.
Et il faut aussi que ce ne soit pas trop cher à stocker non plus. Alors, la plupart des formes de stockage aujourd'hui que vous voyez dans le graphique, ben, en fait, c'est coût très élevé et très basse puissance. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. C'est le défi pour les 30 prochaines années. Le prochain défi, qui est de récupérer l'énergie secondaire. Lorsqu'on convertit l'énergie d'une forme vers une autre, lorsqu'on produit de l'électricité, par exemple, dans une centrale nucléaire, donc on a une centrale nucléaire, on chauffe l'eau dans le circuit primaire qui passe par le réacteur, et ensuite ça passe par l'alternateur, transformé en électricité, et il n'y a qu'un tiers qui est transformé en électricité, et 2 tiers est perdu dans l'environnement. Ça réchauffe les oiseaux ou les poissons. C'est pas très bon. Alors ici, un exemple de nos réacteurs, Nogent-sur-Seine. Vous voyez toute cette chaleur, elle va dans l'atmosphère avec la vapeur là, que vous voyez. Car qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer le système dans le circuit secondaire. On peut récupérer cette chaleur et l'utiliser pour chauffer les villes. Le problème, c'est qu'évidemment, les centrales nucléaires sont loin des villes. Alors, comment ensuite transformer cette chaleur sur de longues distances, sur 150 km par exemple, vers les villes? Ça peut être fait aujourd'hui avec de basses pertes. On peut le faire. Sur 150 km, on peut le faire avec moins de 2% de perte de chaleur. Donc, on a des programmes où on pourrait essayer de récupérer la chaleur à Nogent-sur-Seine et l'amener vers Paris, 120 km plus loin. Et à Paris, il y a déjà un système de chauffage thermal sous la ville. Il est là depuis 100 ans déjà. Ça avait commencé avec les trains à la gare de Lyon. On essayait de chauffer la vapeur, et ça reste encore comme système à Paris. Et cette chaleur est utilisée, elle vient de centrales à charbon ou au gaz à l'heure actuelle, près de Paris. Donc, si on faisait ça avec les centrales nucléaires, on pourrait sauver beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Bon. Troisième défi, c'est le transport électrique. Les transports électriques, c'est quoi l'avantage? Si on prend le moteur à combustion interne, et il a une efficacité de 33%. Et il n'y a que 20% de l'énergie totale qui est utilisée pour déplacer la voiture. Si on va à une voiture électrique, vous ne perdez que 200 watts par kilomètre, alors qu'avec le moteur à combustion interne, c'est 600 watts par kilomètre. Et en plus, bien évidemment, il n'y a aucune émission de CO2 avec le moteur électrique. Quatrième défi, la soutenabilité du nucléaire sur le long terme. Et c'est ce qui nous détermine la manière dont on va concevoir les centrales à l'avenir. Il faut utiliser l'uranium de manière beaucoup plus efficace, 50 fois plus de fois qu'aujourd'hui. Comment on peut le faire? Alors ici, vous voyez les sources d'uranium. Bon, il est allé un peu vite, mais bon, voilà.
Si on utilise les réacteurs actuels, au taux actuel, l'utilisation actuelle de l'uranium, on voit que dans 50 ans, nous atteindrons un maximum de ressources d'uranium disponibles à un certain prix, à un prix donné. Donc, il faudrait passer à de nouveaux styles de réacteurs, les réacteurs à neutrons rapides. Et si on les introduit suffisamment rapidement, là, ça ferait durer l'uranium beaucoup plus longtemps. Ce serait des dizaines de milliers d'années. Donc, ce serait beaucoup plus longtemps qu'avec les réacteurs actuels. Les ressources... on a besoin... pour les réacteurs... excusez-moi, j'ai manqué le... Donc, en tout cas, il faut utiliser ces nouveaux types de réacteurs à neutrons rapides. Alors, maintenant, je vais tout de suite sur la discussion sur les réacteurs de 4e génération. Donc, il y a un forum, génération 4, qui a commencé en l'an 2000 à l'échelle internationale, où on a sélectionné 6 types de réacteurs rapides. Le premier est au sodium, le deuxième au plomb, le troisième au gaz, suite à très haute température, le réacteur à eau supercritique et les réacteurs à sel fondu. Ce sont tous des réacteurs à neutrons rapides, les 6. Aujourd'hui, en France, nous travaillons essentiellement sur 2 d'entre eux, les réacteurs à sodium. Et on a 30 ans d'expérience là-dessus en France. Et l'autre, c'est celui au gaz qui fonctionne sur la base de l'hélium. C'est un défi, ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Donc, ce sont les 2 filières sur lesquelles nous travaillons en France. Un prototype de réacteur au sodium sera construit d'ici 10 ans en France. Conclusion. La densité d'énergie est la question clé pour l'avenir, l'utilisation de l'énergie sur Terre à l'avenir. L'humanité a besoin d'énergie pour son développement. La consommation d'énergie et la croissance économique sont très liées. Nous avons besoin donc de changer les règles du jeu, de nouvelles révolutions. Donc, le stockage d'électricité, bon, c'est les 4 qu'il a dit, et je vous remercie beaucoup.